Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue, comme tous les lundis, dans votre émission Sport à la Une. Il porte le prénom de son grand-père, Diomansi, qui signifie littéralement l'homme qui ne reste jamais assis. Et cela reflète parfaitement sa vie. Il a fait les 4 coins de l'Europe pour jouer au foot, a terminé sa carrière en Inde. Il a choisi le... Bon, on aura l'occasion d'en parler. Nous avons réussi quand même à l'installer sur une chaise et il est bien assis. Diomansi, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à téléspectateurs. Bonsoir Aliou. Bonsoir mon Fatou et merci cher. Ça va, le réveil n'était pas trop difficile ce matin? Non, ça va. Paris Très bien. a déjà reçu l'exploit de casser le plafond vert. Voilà. Alors nous allons débriefer bien sûr dans cette partie actualité cette finale de Ligue des Champions. Comme vous le savez, le Bayern de Munich qui prend le meilleur sur le PSG. Donc c'était effectivement la première finale dans cette compétition. Les Bavarois remportent leur 6e titre de Ligue des Champions. Pour le PSG, il faudra encore patienter pour inscrire cette première étoile sur le maillot. Des matchs dans le match, il y en avait. En remportant ce titre de Ligue des Champions hier, Manuel Neuer inflige à Keylor Navas son vis-à-vis sa première défaite en finale. Une défaite qu'on impute entre guillemets à l'enfant traître Kingsley Coman, formé au PSG et qui a inscrit le but fatal en son ancien club, Mondoufal. La rencontre, on a le sentiment quand même que le Bayern de Munich a eu plus de maîtrise. Oui, parce que cela peut s'expliquer déjà par l'expérience du Bayern dans cette compétition. Ils étaient à leur 6e finale, la première pour le Paris Saint-Germain. Il y avait également l'état physique des joueurs, il faut le dire. Les Parisiens ont arrêté le championnat pendant près de 2-3 mois, là où les Allemands avaient repris beaucoup plus tôt. Donc ils avaient encore 2 mois de plus de compétition dans les jambes. Et à côté de cela, ligne par ligne, le métier. Sur cette Ligue des Champions avec le meilleur buteur Lewandowski. Donc c'est vrai que Paris n'a pas à rougir de cette défaite. J'ai à piocher. Et pourtant on disait après les 2 premiers matchs que finalement le fait d'être resté 2 mois sans jouer était devenu un atout. Non, parce que tant que le Paris jouait à Atalanta et Leipzig, ça ne pouvait pas apparaître. Mais contre une équipe, comme disait Joe, qui a un rouleau compresseur, qui est Bayern sur le Paris Saint-Germain. Justement, la transition est tout trouvée parce qu'il y a aussi un élément qui nous intéresse de très près dans cette équipe. Il s'agit bien sûr de notre compatriote Idrissa Gana Gueye, qui est donc finalement est resté absent aussi bien en demi-finale qu'en finale. Est-ce que lui, on peut considérer que bon, alors, j'avoue que, et ça il faut quand même le reconnaître, sur les dernières productions au sein du Paris Saint-Germain, Idi n'a pas été à niveau. Il a été largement en deçà du niveau qu'on lui connaissait. C'est parce qu'il y a une césure entre sa blessure et son retour à la compétition. Rappelons-nous son premier match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il est énorme. Il est énorme et tout le monde pense que ça y est, le Paris au l'encens. Il y a une exposition énorme aussi, médiatique qui fait qu'après, derrière, il a du mal à reproduire un autre match à ce niveau-là. Et depuis lors, il est parti crescendo dans la descente, jusqu'au point de perdre même sa place de titulaire dans cette équipe sur les 2 derniers matchs. Mais au-delà de tout ça, en fait, ce qui n'a pas été dit sur son cas, il sort de 2 années très difficiles physiquement, chargé, très chargé. Aujourd'hui, c'est un garçon qui est fatigué, même s'il ne le dit pas, parce qu'il évolue à un poste où il faut être au top physiquement au meilleur de son physique pour pouvoir être bon. Et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Il a connu quasiment dans la saison 2 blessures, une en milieu de saison et une autre là, juste avant les demi-finales des Ligues des Champions. Donc il revenait de blessure, ça va être plus compliqué. Après, sur Ghana, pour moi, il perd sa place de titulaire, non pas sur ses prestations, mais sur sa blessure, comme l'a dit Aliou Loco. S'il n'est pas blessé en quart de finale, en demi, il joue. Malheureusement pour lui, on n'a pas voulu prendre de risques et on ne change pas une équipe qui gagne. Verratti, qui revenait de blessure et qui est un joueur fondamental dans le système tactique du Paris Saint-Germain, n'a pas débuté la finale. Donc au-delà des prestations de Ghana, c'est toujours une année d'adaptation. Il faut rappeler qu'en Angleterre, il était le 2e meilleur récupérateur avec N'Golo Kanté. La transition est toujours un peu difficile. Moi, je pense qu'il va pouvoir encore apporter beaucoup. Mais est-ce qu'il ne va pas être victime aussi de la pression des médias français? On sait comment ça se passe depuis quelques temps. C'est des critiques, les notes sont basses par rapport à ses prestations. On en parle en conférence de presse. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, joue. On prête à Leonardo l'envie de le faire partir de là-bas, parce que Leonardo sera à la recherche de 2-3 milieux de terrain, dont Milinkovic-Savic de la Lazio, Benacer du Milan C, et probablement Thiemoué Bakayoko ou Semawar, qui est rentré aujourd'hui dans la shortlist du PSG. Mais je pense que même sur la finale d'hier, moi, à la place de Tuchel, là où il fait rentrer Draxler, je fais rentrer Idrissa Gana Gueye. Sachant que Thiago Alcantara était le joueur qui fatiguait le Paris Saint-Germain. Mais je demande à Eddy, tout ce que tu as à faire, c'est occupe-toi de Thiago Alcantara. Coupe la transition
sans Thiago Alcantara et les autres joueurs du Bayern. Et ça peut-être aurait pu permettre au Paris Saint-Germain de montrer une meilleure figure. Et puis on connaît les médias français. On sait le traitement qu'ils ont sur les joueurs africains. Sur les joueurs africains. Paredes était un pestiféré il y a de cela encore quelques mois. Et aujourd'hui, on dit que non, finalement, c'est un bon footballeur. Moi, j'ai parlé avec son agent qui s'appelle Idrissa également. Et il n'y a jamais eu une montée en puissance. Il a été malheureusement diminué par ses blessures. Et un joueur de ce gabarit-là et qui a besoin de répéter les efforts, à partir du moment où vous êtes blessé, vos prestations s'amoindrissent. Mais je crois encore beaucoup à Ghana au PSG. Alors, parlons justement des perspectives. Éventuellement, on entend parler du départ de Tuchel, qui ne serait pas en odeur de sainteté avec le directeur sportif Leonardo. Réellement, c'est une possibilité alors qu'il est arrivé en finale de Ligue des Champions? Moi, ça m'étonnerait parce qu'à ce jour, il reste le coach qui a eu le meilleur palmarès ou le meilleur résultat au sein du Paris Saint-Germain. Il remporte tous les trophées possibles en championnat. Il fait une finale de Ligue des Champions pour l'année des 50 ans du club. Si on se base sur le résultat, je ne vois pas comment ils vont faire pour s'en séparer et s'en débarrasser. Et surtout que le championnat arrive très vite. Le championnat arrive assez vite. On parlait d'Allegri, mais Antonio Conte étant annoncé sur le départ au sein de l'Inter, il aurait déjà entamé des discussions. On parle aussi de Pochettino. Pochettino, c'est vrai que c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'au change aujourd'hui, le Paris Saint-Germain perdrait beaucoup de laisser partir Tuchel à cet instant de la... Après, moi, je ne suis pas du même avis que Alou dans le sens où Tuchel a certes eu des résultats, mais au niveau du jeu, par exemple, si on compare à un Laurent Blanc, aujourd'hui, pour moi, PSG ne joue pas de la manière dont il dispose avec ces joueurs-là. Il va y avoir pour moi Conte qui va partir de l'Inter. Guardiola, est-ce qu'il va rester du côté de Manchester City? Et on sait très bien que les Qataris, ils ont en ligne de mire Guardiola. C'est pas juste les résultats, c'est également le jeu produit et le fond produit. Et pour moi, Tuchel, il n'a pas assez ce leadership sur les Neymar, sur les Mbappé. Alors tout s'est bien profilé, mais rappelez-vous, si on perd contre l'Atalanta, l'histoire de Tuchel, elle n'existe même plus au PSG. Donc ça s'est joué à 2 minutes. Et pour un nouveau projet, pour un avenir grandiose du Paris Saint-Germain, je pense qu'il ne s'inscrit pas dans ce projet. Oui, non, mais moi je pense qu'il va plutôt démarrer le championnat et au premier faux pas. En ce moment, oui, ils pourront le demander. Ce sera l'occasion. Et ça, comme ils ont fait avec d'autres entraîneurs, mais ça encore il faut qu'ils aient sous la main un entraîneur qui épouse les valeurs parisiennes du beau jeu. Parce que Paris, d'abord, c'est du beau jeu. C'est le football champagne, c'est le football samba. C'est ça qui est la marque de Paris. Le football champagne quand c'est en Ligue 1. C'est ça la marque du PSG. Et donc, strat supérieur, là, ça devient difficile. Il va falloir trouver un entraîneur qui entre dans ce moule-là. Et aujourd'hui, Guardiola ferait figure d'un très bon entraîneur dans ce sens. C'est vrai que quand on marque 5 buts contre Amiens en Ligue 1, c'est vrai que là, on peut parler. Marseille aussi, on parle de beau jeu. Alors, on parle du destin de Tuchel, mais il y a un autre destin qui lui semble être bien ficelé, puisqu'il est passé du statut d'intérimaire à celui d'invincible. Il s'agit bien sûr de Hans Flick, qui est juste magique. Depuis décembre dernier, il a déjà remporté 3 trophées, le championnat d'Allemagne, la Coupe nationale, et depuis hier, le titre de Ligue des Champions. L'ancien entraîneur adjoint de Joachim Löw avec l'Allemagne, venu aussi comme adjoint avec Niko Kovac, ne devait rester que quelques matchs. Finalement, son contrat est prolongé contre toi, du fait de ton absence la semaine dernière, mais ça y est, on a rouvert on a rouvert le micro. Alors, très rapidement ramassé par rapport au match du PSG contre le Bayern et cette belle histoire aussi, celle de Flick, qui est enfin sous la lumière après des années dans l'ombre. Ouais, puis on a l'impression que cette équipe du Bayern est faite pour les entraîneurs allemands. Parce qu'on se rappelle, avant lui, il y avait Jupp Heynckes, la parenthèse, c'est plus une parenthèse même, l'ère Guardiola, où ils ont tout gagné en Allemagne, mais en Europe, ça a cloché. Et surtout face aux 2 grands d'Espagne, le Real Madrid et Barcelone, qui les éliminaient souvent en demi-finale. Mais là, quand même, ils ont fait revenir sur le banc un Allemand qui était venu en tant qu'intérimaire, comme vous l'avez bien souligné, mais laisser cette déviation qui amenait le centre de, comment il s'appelle, Kimmich. Et c'est là qu'on sent l'intelligence. J'ai l'impression qu'à tout moment, ça peut se casser parce que voilà, ils prennent beaucoup de risques dans leur... Non, c'est magnifique. Après, ils ont ça dans leur ADN, le Bayern. Il y a quelque chose de très intéressant quand on parle des seconds. Les seconds, des fois, sont même plus préparés que l'entraîneur numéro 1. On se rappelle de Jean-Luc Gasset avec Laurent Blanc. Les seconds,
quand vous êtes footballeur, avec des gens. Les seconds, ils sont vraiment très très impliqués. Ils regardent tous les matchs, tactiquement, techniquement. Et en fait, où est-ce qu'elle a été sa force? C'est de redonner les clés aux anciens. On se rappelle, ils avaient perdu 5-1, je crois, contre Hanovre. Le match d'après, ils jouaient le gros match contre le Borussia Dortmund. Ils ont gagné 4-0 avec un match extraordinaire de Müller, de Lewandowski. Et c'est ça, le tact. Comprendre que voilà, il y a des gens qui ont marqué l'histoire du club. Posé repartir au FC Barcelone. Le Bayern avait décidé de ne pas le garder. Oui. Et puis là, sur 2 matchs, il nous fait quand même de belles sorties. C'est pour ça que Ronald Koeman, qui est le nouvel entraîneur du Barça, dit qu'il va retourner à cela. Il va relancer comme Hans Flick l'a fait pour certains joueurs du Bayern. Il va remettre en selle certains joueurs oubliés de Barcelone. Il n'a plus envie de revendre Coutinho. Il veut rapatrier Thiago Alcantara à la maison. Il va remettre en selle d'autres joueurs en qui il a confiance. Pour l'instant, on parle juste de 4 joueurs, Suarez, Busquets, Rakitic et Arturo Vidal qui sont sur le départ. Et probablement 1 ou 2 Français, en la perte de Dembélé et Griezmann. Et Umtiti tout dépendra aussi de Messi. Et puis pour en revenir au Bayern, je pense qu'il faut mettre l'accent quand même sur l'aspect physique de cette équipe quand même. Ils ont énormément travaillé. Et je pense qu'il y a 6 mois, il était presque en conflit ouvert avec le club et il voulait partir parce qu'il ne lui avait pas proposé de prolongation ou plutôt il n'y avait pas un accord sur le salaire pour la prolongation. Mais aujourd'hui, en partie, c'est lui qui leur donne cette Coupe d'Europe, c'est lui qui les fait gagner. Parce que c'est juste tout simplement un gardien. Et puis une dernière chose, oui, très rapidement. Dernière chose. Dans cette finale, ou bien si on regarde cette équipe du Bayern, on comprend l'importance des latéraux quand même dans un match de football. Pourtant, c'est quasiment la même équipe que le Paris Saint-Germain bat 3-0 une année et demie avant. Tu vois, quasiment à 1 ou 2 éléments près. Les mêmes, le contexte n'est pas le même et puis le vécu aussi sur la saison. Enfin, alors le meilleur pour la fin, vous savez, pour clore sur cette actualité de Paris et Bayern, cette finale gagnée par les Bavarois, perdue par les Parisiens, ennemi numéro 1 de Marseille, a suscité beaucoup de réactions sur le net et pas des moindres. La ville de Marseille a carrément célébré la victoire bavaroise. Les anciens joueurs marseillais s'y sont mis aussi et même Neuer a pris part au chambrage sur le net. Cette finale a créé du buzz. Mamadou Ndiaye. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour les supporters de l'OM, ce dicton a trouvé tout son sens après la défaite du Paris Saint-Germain ce dimanche face au Bayern en finale de Ligue des Champions, 1-0. Marseille a exulté hier soir après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Feux d'artifice, fumigènes, concerts de klaxons, les Marseillais ont fait la fête comme si l'OM avait remporté une 2e étoile. Ils ont envahi le Vieux-Port et le rond-point du Prado, aux abords du stade Vélodrome pour laisser exprimer leur joie. Sur les réseaux sociaux, des joueurs anciens ou actuels du club foncier se sont également fendus d'une petite pique avec des messages qui ont fait le tour de la toile. Passé par l'OM, André-Pierre Gignac a lui aussi participé à la fête avec un sobre bonne nuit, ponctué d'une étoile à côté de laquelle il a rajouté une croix rouge dont les supporters parisiens comprendront aisément la signification. Mais le message de la soirée, c'est bien celui de Dimitri Payet. Manuel Neuer a célébré la victoire du Bayern en Ligue des Champions, a chambré gentiment le Paris Saint-Germain avec ce joli clin d'œil fait à l'Olympique de Marseille. Le gardien allemand a localisé son compte Instagram au Vélodrome. Transition, nous allons du côté de Deni Biranda où Vadim Vassiliev a visité ce week-end les installations de Génération Foot. Il se dit tout simplement impressionné par ce qu'il a vu, un cadre idéal pour l'éclosion des talents avec des installations dont ne bénéficient pas certains clubs en Europe. L'ancien vice-président de l'AS Monaco a créé une société d'intermédiaires et en venant au Sénégal, son objectif est de préparer le terrain pour des collaborations futures. Mamadou Ndiaye. Vadim Vassiliev, ancien vice-président de l'AS Monaco, a visité les locaux de Génération Foot. L'homme d'affaires russe qui vient de lancer sa toute nouvelle agence est venu faire un petit repérage pour une éventuelle collaboration avec le club de Deni Birandao. L'homme d'affaires est tombé sous le charme de Génération Foot et ses installations qui n'ont rien à envier à certains clubs européens. Très impressionnant ce que j'ai vu aujourd'hui.
C'est un niveau très haut niveau. Il y a tout ceci pour que les gamins se préparent pour se professionnalisent et pour qu'ils préparent pour le niveau professionnel du haut niveau. Donc, j'ai déjà dit, c'est très positif. Et vraiment, il y a des clubs et des centres en Europe qui n'ont pas ces installations-là. Séduit par l'expérience et l'expertise de Génération Foot, Vadim Vasiliev mise sur le Sénégal pour dénicher des jeunes talents. Je pense, nous, il faut avoir des bons partenaires pour voir où on peut récupérer les bons joueurs et pour les accompagner donc, dans le futur. Et d'abord, je voulais aussi saluer le travail de président de FC Metz, Bernard Serra, que je connais très bien, avec qui j'ai très bonne relation. Très impressionnant ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est un niveau très haut niveau. Il y a tout ceci pour que les gamins se préparent pour se professionnalisent et pour qu'ils préparent pour le niveau professionnel du haut niveau. Vadim Vasiliev, 54 ans, a décidé de rester dans le milieu du football après avoir été démis de ses fonctions de vice-président de Monaco le 14 février 2019. Le Russe veut certainement profiter de son réseau pour faire prospérer son business et Génération Foot pourrait avoir une belle carte à jouer. On rappelle que, bien sûr, qu'en présence de Vadim Vasiliev à la tête de l'AS Monaco, le club a quand même remporté un titre de champion de France et atteint les demi-finales de la LDC en 2016 et 2017. C'est sous son air également que Diao Baldé Keita a aussi été recruté. Sauf que le joueur est désormais indésirable du côté du Rocher avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Niko Kovac. Un joueur talentueux, nous confirme Vadim Vasiliev, mais qui doit trouver sa place soit dans un projet, soit dans le club. Nous l'écoutons. C'est un garçon que j'aime bien, vraiment, et qui a plein de talent. Et j'espère, dans la vie de footballeur, c'est pas toujours linéaire. Donc, de temps en temps, c'est le concours des circonstances où il faut trouver le club et le championnat. Il va se sentir bien à l'aise et vraiment qu'il peut performer à 100%. Ce n'était pas le cas mais si on rappelle quand il a brillé à Lazio, donc moi j'en suis sûr, le meilleur est à venir. Donc, et vraiment je lui souhaite tous les meilleurs pour sa carrière. J'espère qu'il va trouver vraiment son projet ou trouver la place dans l'équipe. Sur le cas Diao Keita Baldé, voilà, on sait que dans la carrière d'un footballeur, il y a forcément des hauts et des bas. Maintenant, ça fait quand même 2 saisons qu'il a du mal à s'imposer, déjà à Monaco. Est-ce que c'est pas à lui de se remettre en question pour éviter d'être un espoir déchu? Voilà, c'est ça, l'espoir déchu. En fait, il y a un goût d'inachevé avec Diao Keita Baldé, aussi bien en club qu'en équipe nationale, parce qu'il a un talent immense, mais c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif. Donc il a dit, mais il aime beaucoup le garçon. On l'a découvert du côté de la Lazio, formé à la Masia. C'est un gamin qui peut faire des choses extraordinaires, mais je pense qu'il n'a pas encore trouvé le club et peut-être l'entraîneur qui va pouvoir sortir la quintessence de Diao Keita Baldé, parce que sur ses qualités intrinsèques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il peut vous marquer des buts, il peut vous faire des différences, mais c'est vrai qu'il joue un jour très bien, un jour moins. Il joue sur des courants alternatifs et je pense que Monaco n'est pas forcément le meilleur club pour lui actuellement. Alors, Aliou, c'est vrai que voilà quoi. Oui, il ne faut pas qu'il reste à l'état d'étoile filante, entre guillemets. Et il y a exactement ça. La chance qu'il a, c'est d'avoir la marque de formation d'un grand club. Il est sorti de la Masia. Ça peut lui ouvrir beaucoup de portes. Mais il faut vraiment lui reconnaître que depuis quelque temps, on voit que sa carrière va plutôt connaître une descente quasiment entre la Lazio, l'Inter, l'AS Monaco maintenant, où il est devenu indésirable. C'est l'occasion pour lui de se vraiment remettre en cause et de retravailler. Il a été beaucoup perdu aussi dans des histoires de stars extrasportifs. Et donc, il faut qu'il se ressaisisse parce qu'effectivement, il a un énorme talent, sinon ce serait un énorme gâchis. L'âge file quand même. Maintenant, il a 25 ans. Oui, il a 25 ans. Et comme l'a dit Joe, il lui faut trouver un club où vraiment il va tomber sur un entraîneur qui va
le reprendre en main, qui va le remettre sur le droit chemin et pouvoir l'accompagner, le faire progresser. Parce qu'il a énormément de qualité, il a une pointe de vitesse, il a une capacité d'accélération qui est là, il a une facilité de dribble que beaucoup de grands clubs recherchent. Maintenant, il faut qu'il travaille et qu'il soit surtout régulier. Parce qu'il a surtout un problème de régularité. Moi, je pense qu'il doit retourner à la source en Espagne. Parce qu'on avait parlé de Valence, mais ce club, ces derniers temps, est en quasi-faillite. Je pense qu'il ne pourra pas signer là-bas. Mais quand même... entre Séville et Villarreal, il peut trouver un bon club de milieu de tableau en Espagne. Quand on voit ce que donne, comment il s'appelle, l'ancien Marseillais, Ocampos à Séville, énorme à Séville. Je dis que ce genre de club, Villarreal, le relancer. Pour le relancer, qui colle un peu à son style. Et puis aussi, il doit travailler. Surtout que c'est un joueur qui prend beaucoup de poids. Je pense qu'il a besoin d'un coach qui lui met la pression et d'un bon préparateur. Qui surveille son alimentation. Super. Merci Aliou, merci Diamansi. Deuxième partie du magazine consacrée à l'invité dans quelques instants. Voilà, comme je le disais au sommaire, nous avons réussi à mettre la main sur l'homme qui ne reste jamais assis, l'homme aux 12 métiers, et j'ai envie de rajouter, mais qui s'est fait un nom d'abord grâce au football. Joueur avec une carrière professionnelle de plus de 15 ans, l'âge de la retraite ayant sonné, Diamansi a pris la décision avec sa famille de rentrer au Sénégal, un pays où il n'avait jusqu'ici jamais vécu. Aujourd'hui, il diversifie ses activités, de la consultance média à chef d'entreprise, père de 3 enfants. Il dit pourtant avoir un 4e bébé. Un bébé qui s'appelle Eben, un immeuble qu'il construit en plein Dakar, employant de la ressource humaine sénégalaise. Une autre manière tout aussi noble de défendre les couleurs de sa nation. Reportage. Hello, bienvenue chez moi. On met le masque, bien évidemment, la prévention. Suivez-moi. On fait des petits bureaux là, on est au-dessus de la maison. Des petits bureaux pour pouvoir travailler avec des petits tableaux. Le camp de Tcharoy, bien évidemment. Un peu d'histoire. Gorée. Et bien évidemment, l'équipe nationale du Sénégal. Ça, c'est 2006, la belle CAN de 2006. Malheureusement, perdue ou volée face à l'Égypte. Des très très beaux souvenirs. Je peux quand même enlever mon masque là, avec la distanciation sociale. J'ai mûri la réflexion, bien évidemment, à la fin de ma carrière. 2-3 années avant, je me disais où est-ce que je pourrais être utile. Et en fait, pour moi, un retour aux sources, un retour aux racines était quelque chose que j'envisageais de plus en plus. Et bien évidemment, également pour l'éducation des enfants. Pour moi, c'était très très important que mes enfants aient ce côté africain, ces valeurs, cet enseignement. Et voilà, on s'est dit avec ma femme pourquoi ne pas rentrer au Sénégal. C'est vrai qu'on n'avait jamais vécu en Afrique. On avait beaucoup bourlingué l'Italie, l'Angleterre, la France, la Turquie. À la fin, on va rentrer au Sénégal et voir quelles opportunités s'offrent à nous. Oui, on s'occupe. C'est vrai que je suis consultant à la chaîne Canal Plus Sport. Bien évidemment, j'ai créé une école de football et on est sur un très très gros projet immobilier aussi avec mon épouse. On peut le voir, c'est pour ça même qu'on a mis les bureaux. Ça s'appelle Résidence Eben et c'est quelque chose qui nous a pris bientôt 2 ans et demi et qui va bientôt voir le jour. Voilà, nous voici devant Eben, notre 4e bébé, à moi et mon épouse, le petit Eben. Voilà, donc comme je disais avec Mam, la transition entre le football et bien évidemment, avancez, on peut aller ensemble, entre le football et l'entrepreneuriat. C'était un projet qu'on avait en tête depuis très longtemps avec mon épouse. On avait acheté ce terrain et voilà, une des raisons pour lesquelles nous sommes rentrés au Sénégal pour investir bien évidemment au pays et avoir une certaine qualité de vie et pouvoir aussi donner l'opportunité à ceux qui ont envie de rentrer, d'investir, d'avoir un produit de qualité. On a investi avec des sociétés sénégalaises, chose qui pour moi était primordiale, donner de l'emploi, rentrer et donner de l'emploi. Mon gros œuvre, je l'ai fait avec des sociétés sénégalaises, le second œuvre avec des sociétés sénégalaises. Donc c'était mon architecte qui s'appelle Monsieur Sarr, qui a fait les Beaux-Arts du côté de Paris, est un architecte sénégalais. Donc voilà, pour moi, c'était important d'avoir ce côté également panafricain. Je vais vous présenter bien évidemment mon maître d'œuvre et mon épouse. On a travaillé à 3, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine âme. Voilà, monsieur
Bruno Rules, qui est mon maître d'œuvre. Maître d'œuvre sur un chantier, c'est réaliser tout ce que le cahier des charges qui a été défini avec le maître d'ouvrage. Le souhait du maître d'ouvrage a été de faire un immeuble de qualité et la règle, c'était de se mettre sur les normes européennes. Donc tout est parti de là. Voilà, ici on est dans le hall, un très grand hall d'accueil. Il y aura le réceptionniste, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ici, il y aura le gardiennage avec bien évidemment les caméras de sécurité. Et là, il y aura une très grande porte. Là, malheureusement, vous ne voyez pas, il y a une très grande salle de sport. Entre guillemets, les gens disent que j'ai quand même une certaine élégance. Voilà, et on a vraiment voulu redonner ce côté-là à Eben, c'est donner un produit en particulier. On voulait vraiment donner quelque chose qui était à notre image. Pas que demain on puisse dire, ah ben, vous voyez l'immeuble de Diomansi, parce qu'en réalité c'est ce qu'on dira. On dira, regardez son immeuble, il a bâclé, il a fait ceci, il a fait cela. Donc on a vraiment investi dans les matériaux pour que demain les gens puissent dire, ah oui, finalement Diomansi est rentré au pays, il a fait un produit de qualité et on est content du bien qu'on a acheté. Parce qu'on aime que ça colle. Moi je me souviens à l'époque, il y avait aussi l'immeuble Ferdinand Colli. On parlait beaucoup et me Ferdinand Colli et je me disais dans mon inconscient, ah, j'aimerais bien aussi avoir mon petit immeuble. Et donc on s'est challengé, mais toujours un challenge positif. Donc j'espère que je le dépasserai. Tu vois la vue? Là, tu as les terrains ils sont jamais très loin. Ici, t'as encore ça c'est vraiment le terrain de sable où naissent les champions. Et en fait, je suis content d'avoir vraiment mes deux terrains de foot juste à côté. Là, je m'assois, j'ai fait exprès, je m'assois, je mets ma chaise. Si je vois quelque chose d'intéressant, là, je descends. Direct, non, direct. C'est là où tu trouves les champions. C'est pas dans les... C'est là, c'est dans la rue. Hein. Oui, on a tout joué dans la rue. Toujours, moi, j'ai joué. Dès que je venais au Sénégal, je faisais les petits tournois. Le football, ça s'apprend dans la rue. Après, on te donne certaines bases, mais le football, c'est la rue. Hein. La meilleure école, c'est la rue. Non, c'est vrai, hein, la meilleure école, c'est la rue. Moi, je pense que c'est un rêve de gosse. Devenir footballeur professionnel, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis vraiment parti du bas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. En tout cas, moi, j'ai pas de regrets. J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Être joueur professionnel, avoir le nom sur mon maillot, pouvoir défendre un jour les couleurs du pays de mon papa, mon pays à moi, le Sénégal. Donc, franchement... un rêve de gosse devenu réalité. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau du football. J'ai une autre activité, je travaille beaucoup avec les jeunes. J'ai créé une école de football, bien évidemment, parce que j'ai envie de redonner au foot ce que le football m'a donné. Voilà, j'ai diversifié mes investissements, mon temps, mais en tout cas, l'opportunité de se dire que tout est possible. Et en Angleterre, on aime bien dire « impossible is nothing ». Et je pense que réellement, nous, l'Africain, on a cette capacité à pouvoir se transcender, à faire des choses extraordinaires. On le voit aussi bien sur un terrain de football avec ce que représente Sadio Mané aujourd'hui du côté de Liverpool. Mais au-delà de cela, on doit comprendre qu'il y a un retour aux sources qui est possible. Pour moi, il faut arrêter de tout le temps aller investir en Europe, se dire que tout est beau là-bas et rien n'est beau chez nous. La signification même de Diomansi, c'est l'homme qui ne reste jamais assis. Donc c'était le nom de mon grand-père et c'est vrai que j'ai cette bougeotte, j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer des gens et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Alors, l'homme qui ne reste jamais assis, rendez-vous aux téléspectateurs sur le plateau dans quelques minutes alors. Voilà, tout à fait. On aura le temps de débriefer et de parler un peu plus longuement de ce qui nous importe, bien évidemment, également le football. Merci Diomansi. Merci à vous. Merci Hamza pour ces images et Amadou Kouresseï pour le montage, le retour aux sources, la valorisation du continent. À la fin de votre carrière, vous décidez de rentrer dans un pays dans lequel vous n'avez jamais vécu. Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment vous avez réussi à convaincre votre entourage proche? C'était pas simple. Mais la chance que j'ai, malheureusement, on ne voit pas mon épouse dans le reportage, c'est que j'ai une femme extraordinaire, sincèrement. Et on s'est connus, on avait 20 ans. Et à la fin de la carrière, c'est elle qui est venue au Sénégal. Elle a acheté nos maisons, elle a acheté les terrains. Et pour nous, ça coulait de source de ne pas rester en Europe. On avait fait le tour un peu de, comme je vous le disais dans le reportage, l'Angleterre, l'Italie, l'Écosse, la Turquie. Mais où est-ce qu'on se sentait mieux? Je pense que c'était au Sénégal. D'une, pour l'éducation de nos enfants. C'était très important de leur donner certaines valeurs. Et on voit qu'en Europe, tout va très très vite. Et après, mon épouse, elle n'est pas sénégalaise, mais elle m'a dit, Joe, on a des maisons au Sénégal, on a un terrain, voilà, on rentre et on verra ensuite
ce qu'il y aura à faire. Donc voilà, c'est vraiment également le fait que ma femme m'ait poussé à pouvoir rentrer et ça c'est quelque chose de très important. Dans le discours, j'aime bien l'aspect, parfois on a l'impression que rien n'est bon en Afrique, alors qu'aujourd'hui ici il y a tout à faire. Et donc à tous les niveaux, et c'est ce que vous essayez de faire à travers le sportif, à travers l'immobilier, à travers l'entrepreneuriat. C'est le credo que vous voulez investir? En fait, il y a une certaine diaspora et je pense qu'il y a une certaine prise de conscience de la jeunesse africaine. On se dit maintenant il y a un retour aux sources. On doit développer notre continent, que ce soit par des infrastructures, que ce soit par les médias, que ce soit par le sport. Et en fait, c'est ce que je disais dans le reportage. Bon, mon maître d'œuvre, il est pas sénégalais, mais toutes les entreprises que j'ai utilisées, que ce soit le gros œuvre, que ce soit le second œuvre, les matériaux que j'ai achetés à gauche, à droite, bien évidemment, je voulais avoir une certaine qualité pour pouvoir vendre un produit intéressant. Mais même sur ce projet-là, aujourd'hui, la BHS m'a accompagné et on se dit oui, c'est pas possible. Non, mais c'est important de se dire que voilà, aujourd'hui, on peut être un promoteur. Il y a des banques qui sont là, qui peuvent vous accompagner. Il y a des entreprises qui sont compétentes, qui peuvent vous faire des produits de qualité. Et pour moi, je pense que c'est la chose primordiale. Voilà, mais comment tout cela est né surtout, on avait fait une émission il y a de cela 3 semaines ou 4 pour parler de la reconversion des joueurs. On sait que Diomansi est un globe Trotters, mais quand même, vous n'avez pas joué dans des top clubs qui payent extrêmement bien. Ça veut dire que quelque part, vous avez bien géré et que dans votre tête, vous saviez très bien ce que vous alliez faire. Après, ce qui est important, je pense que c'est la structure familiale. Moi, je me suis marié très jeune. À Lyon, on s'est connus, j'avais 20 ans. On a une amitié, moi je l'appelle Monsieur le maire. Par exemple, je me suis marié en France, bien évidemment, dans la mairie, mais lorsque j'ai fait ma réception à Rome, c'était mon maire. Il m'a marié une deuxième fois avec mon épouse. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en ayant une certaine gestion, et en ayant des partenaires qui peuvent vous accompagner, vous pouvez investir et réaliser de grandes choses. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez humble et je me suffis vraiment de pas grand-chose. Très bien. Oui, vous non, allez-y. Aliou, alors, vous, ça vous a surpris parce que c'est vrai que c'est le gros saut quand même. Mine de rien, quand vous avez vécu pendant très longtemps, surtout il y a les enfants qui sont attachés à certaines habitudes, c'est pas évident de faire le retour. Pour quelqu'un qui a vécu ici, qui est né ici, qui a grandi ici, mais qui n'a jamais vécu ici, est-ce que c'est une décision d'ailleurs dont vous avez parlé? Alors, moi ça ne m'a pas surpris. Il est un peu difficile pour moi de parler de Diomansi Kamara parce que je vais peut-être manquer d'objectivité quelque part. Bon, c'est pour ça que vous êtes là aussi. C'est peut-être le footballeur sénégalais, pour ne pas dire africain, que je connais le mieux. C'est-à-dire, je l'ai accompagné tout au long de sa carrière. J'ai été dans tous les clubs où il a évolué. J'ai été voir ses matchs et tout. Je connais sa famille, comme il l'a dit. J'ai eu le privilège et l'honneur de le marier une deuxième fois. Après le mariage à la mairie en Italie, à Rome, avec son épouse. Donc, on a des liens particuliers. Mais je ne suis pas surpris par rapport à cela parce que je connais l'homme, je connais sa famille, je connais ses ressorts et ses appuis, que ce soit au niveau familial, mais également les valeurs qu'il incarne. Et c'est un garçon qui a toujours été attaché au Sénégal en premier et à l'Afrique. Je fais partie de ceux qui l'ont fait davantage aimer l'Afrique parce que je l'ai trimballé un petit peu partout en Afrique et il a eu cette fibre patriotique africaine et quand il est vraiment en Afrique, il est dans son élément et dans des trucs très simples. Je vous raconte des anecdotes. La première fois où on est parti à Abidjan, c'était à l'époque des Jeux de la francophonie, je crois. Moi, tous les matins, j'ai mes petites habitudes à Abidjan. Je vais manger dans la rue les galettes au petit matin. Et quand on y va, on arrive à Abidjan, on avait la possibilité d'aller habiter dans un hôtel 5 étoiles à l'Ivoire. Et je lui dis, écoute Joe, moi quand je vais à Abidjan, j'ai une résidence où j'habite depuis 10 ans. Je ne change pas. Il me dit, papa, je te suis. On arrive là-bas le matin, on va prendre nos galettes. Le matin, dans la rue, en pleine rue, assis. Et il dit, tu vois papa, moi c'est ça que je kiffe. Et quand il le dit, c'est vraiment vrai. Il fut des mois où il venait en équipe nationale. Il avait la possibilité de rallier l'hôtel, le Terrobi, avec la sélection. Non. Il dit à lui, je viens rester chez toi. Jusqu'à l'heure, quand tout le monde sera revenu en ce moment, je reviendrai. Je dis, mais chez moi, ce n'est pas le luxe 5 étoiles de là-bas. Il dit, mais je m'en fous. C'est pas grave. C'est pas ce que je recherche. Donc, c'est des valeurs humaines qu'il a développées tout au long de sa carrière, mais dans sa construction d'homme qui l'ont guidé aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas surpris qu'il en soit là aujourd'hui.
D'accord. Mais Dieu merci, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se perdre? Parce que quand on fait, comme on dit, hein, qui trop embrasse mal étreint, parfois, à force de vouloir être un peu partout, est-ce que c'est un peu la peur du vide, de ne rien faire? Bon, on vous voit sur les médias faire de la consultance, on vous voit au niveau de la CAF, vous êtes consultant là-bas aussi, il y a aussi les projets immobiliers. Et comment vous faites? En fait, c'est pour ça que le binôme est important. D'accord. Je vous l'ai dit. Lui aussi, on aurait dû l'inviter finalement. Non, j'ai dit, et on revient. Et en fait, sur ce projet immobilier, je ne vais pas me l'accaparer. C'est mon épouse qui l'a géré à 90-95% de la conception jusqu'à la réalisation. Et en fait, à partir du moment où vous pouvez vous appuyer sur une certaine personne, et en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que pour moi, il n'y a qu'un chef d'orchestre. Elle avait sa vision de ce projet-là et je n'ai pas voulu interférer. On ne peut pas avoir deux visions. Je lui ai laissé et c'est elle qui a porté ce projet. Elle me connaît, j'ai eu tout le temps l'habitude de voyager. Donc moi, ça m'a permis de pouvoir travailler avec la CAF. La CAF, c'est lui qui m'a fait rentrer à la CAF, de pouvoir continuer ma consultance en sachant que mes enfants ont une bonne éducation et que mon épouse gère ce business-là. Donc voilà, en diversifiant et en étant proche avec les gens, on est capable de réaliser pas mal de choses en même temps. On dit derrière tout grand homme, il y a une grande dame, forcément. Très grande dame. Ouais, alors, on va... Et puis, c'est comme il a dit, c'est bien de se marier très tôt quand même, à 20 ans, alors qu'on n'est pas encore hyper célèbre. Et moi, pour revenir un peu à ce que vous disiez sur sa carrière, c'est vrai qu'il a... On va en parler. On va en parler justement. La transition est toute trouvée parce que quand on faisait le reportage, je lui ai dit mais pourquoi on ne parle pas trop de l'aspect football? Il me dit moi quand j'ai arrêté ma carrière, pour moi c'était fini. Donc voilà, il n'y a pas une forme de nostalgie, mais évidemment comme je le dis aussi, Diomon-6 s'il est connu c'est grâce au football. Donc on va quand même revenir un peu sur quelques faits principaux. Cette retraite prise notamment en 2016 après une dernière pige en Inde et comme nous l'avons souligné depuis le début de cette émission, vous êtes resté fidèle à votre prénom en découvrant différents pays et différents footballs. C'est en Italie que vous avez véritablement lancé votre carrière pro. En Angleterre, vous vous êtes éclaté, jouant même une finale européenne avec Fulham. Avec le Sénégal, c'est le cœur qui a parlé. Retour sur une carrière qui a duré mine de rien 15 ans avec Mamadou Ndiaye. Diomansy Kamara ou Crazy Joe. Good shot, good goal! Kamara with a great finish. Well, it always looked like it was coming forward. Diomansy Kamara est né en France où il a débuté sa carrière en région parisienne au sein du Red Star en 1998. Mais c'est en Italie. Passé un peu en club, je pense que vous avez quand même vécu vos meilleurs moments en club avec Fulham. Oui, oui, tout à fait. Après, au niveau des émotions, je pense que c'est l'Italie. Quand même, au départ, à 20 ans, je me rappelle le premier match contre la Roma. Ma première sélection avec l'équipe nationale, c'était en 2003, comment ça s'appelle février 2003. Voilà, tout à fait avec Modène. Mais c'est vrai que le pic de ma carrière, le plus gros transfert, ça a été à Fulham. Et là, j'ai joué la première ligue, les gros derbies, Arsenal, Chelsea, Manchester, jusqu'à arriver à cette finale perdue contre l'Atlético de Madrid. Donc c'est vrai, ça reste de très Les beaux plus souvenirs. grosses blessures aussi, je pense, c'est à Fulham, non? Non, c'est en équipe nationale du Sénégal. Ah bon? Et en fait, mes deux grosses blessures, je les ai eues en équipe nationale. Mon croisé, je l'ai eu contre le Libéria ici en éliminatoire de Cannes. Et après, je me suis aussi déchiré les ischio-jambiers, c'était en équipe nationale. Donc voilà, malheureusement, ça a un peu freiné ma carrière, mais voilà, ça fait partie également du risque du métier. De la vie du footballeur. Alors, Aliou, vous aviez envie de réagir par rapport à ce football, je pense, en réaction, excusez de la répétition, aux commentaires de je disais, en fait, au regard des clubs où il a évolué, et c'est le plus important, c'est surtout de souligner d'où est-ce qu'il vient. En fait, comment il devient professionnel. Il est formé au Red Star et tout, il décide un matin d'aller en Italie, dans le sud de l'Italie. En plus, on a l'impression quand même qu'il a une capacité d'adaptation extraordinaire, parce que quand Diomansy Kamara, si on compare par exemple en Sylvain Ndiaye, qui n'est jamais parvenu à s'adapter en terre africaine, alors que lui, c'était parce qu'il venait régulièrement à Dakar quand il était jeune. C'est très important, vous savez, avant que les gamins deviennent professionnels ou trucs, de venir souvent en vacances, qu'ils s'acclimatent. Diomansy venait plusieurs fois en vacances avec son frère et sa sœur, et ils sont restés, son papa est resté très proche de la famille, donc il est resté très proche de sa famille à la Médina, aux allées centenaires, et ça c'est important aussi. Ça fait que quand le joueur y revient, il n'a pas beaucoup de problèmes. C'était pareil pour Souleymane Diawara, c'était pareil pour Mamadou Niang. C'est des gamins qui venaient régulièrement en vacances d'abord au Sénégal. Moi, je me rappelle Sylvain, quand ils l'ont convoqué pour la première fois en équipe nationale, on s'est parlé, il m'a dit, mais Aliou, ma seule attache avec le Sénégal, c'est mon grand-père qui s'appelait Samba Ndiaye, mais moi, il n'était jamais venu au Sénégal, Sylvain, jusqu'au moment où on le sélectionne en équipe nationale. Et à l'époque, parce qu'on parlait de lui et de Dagui Bakary comme Sénégalais à la même période, ils étaient tous les deux à Lille à l'époque.
Il disait Dagui, je ne sais pas, mais moi je suis sénégalais, mais mon seul lien avec le Sénégal, c'est Samba Ndiaye, c'était mon grand-père. Et je pense qu'à l'époque, son grand-père, après, avait même fini en Martinique ou dans les Antilles. Et vous voyez, ce n'était pas pareil avec un joueur qui dit, donc, naturellement, vous saviez dès le départ que vous alliez jouer pour cette sélection? Oui, en fait, comme le disait Aliou, moi, mon premier voyage au Sénégal, j'avais 6 ans. Et en fait, régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, on venait avec le papa. Et ironie du sort, j'avais mon cousin Dembo, et à chaque fois, je lui disais, je jouerai pour l'équipe nationale du Sénégal. Mais quand vous avez 14, 15 ans, ils rigolent, ils disent, vous les Français, les petits Sénégalais qui sont en France, pour qui vous vous prenez et tout ça. Et en fait, je me rappelle ma première sélection, lorsque je suis arrivé, toute la famille était là. Et en fait, c'était un rêve un peu, parce que mon père aussi a quitté le Sénégal pour être footballeur professionnel. Malheureusement, il n'a pas réussi à percer dans le milieu, et c'est vraiment quelque chose que je voulais lui donner également, avoir cette fierté, se dire que tu vas jouer pour le pays, toute ta famille va être là, et ça va également t'ouvrir des portes dans le futur. C'est l'ancien joueur de Dial Diop. Très bien, c'est vrai que moi, si on me demande, si on me dit quelle image ou quelle pensée retiendrais-tu de Diomansy Kamara? Il a toujours voulu jouer pour le Sénégal. Je ne sais pas, c'est quelque part dans mon subconscient, alors que je ne le voyais pas forcément tout le temps évoluer. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les débuts difficiles. Donc Aliou en a plus ou moins parlé. On sait que pour percer dans ce milieu, ce n'est pas évident. Et il y a eu un soir où vous avez vraiment galéré. Qui mieux pour le raconter que l'un de vos meilleurs amis, Cédric Matingou, avec qui vous êtes parti à l'aventure en Italie pour tenter votre chance. Il raconte. Monsieur Diomansy Kamara, la Gazella, comment tu vas mon frère? Je sais qu'aujourd'hui là, tu vas passer à la moulinette avec Aliou. Donc voilà, j'en profitais pour te faire un petit coucou, te donner un petit peu de force et te rappeler une petite histoire. Parce que beaucoup connaissent Diomansy Kamara, la Gazella, beaucoup connaissent ta carrière, la Série A, la Première Ligue, la Première Division turque, tes envolées en équipe nationale du Sénégal. Mais tout le monde ne sait pas là où tu as commencé. Et tout le monde ne sait pas les épreuves que tu as pu traverser quand tu as commencé. Jojo, est-ce que tu te rappelles à Catanzaro, un dimanche après-midi, quand on n'avait pas été retenu avec l'équipe première, quand le restaurant du club était fermé et qu'on était tous les deux dans notre chambre et qu'on se disait qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, hein? Tu me disais Drixé, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est chaud. Et moi j'avais gardé un gros gâteau, tu sais les gros gâteaux italiens là, chargés, hein? Tu manges 2 parts là, ça te cimente l'estomac. J'ai dit Jojo, t'inquiète, j'ai gardé un truc pour nous, on va pouvoir se remplir la panse. Et quand j'ouvre la portière, je me rends compte que le gâteau n'est plus là. On cherche, le gâteau n'est plus là. Diomansy, maintenant ta carrière elle est terminée. Hein? On sait que tu as fait de très belles choses. Mais tu peux avouer maintenant, qui a mangé ce gâteau, Jojo? Qui a mangé ce gâteau? Hein? Aliou, fais-le avouer. Qui me dise aujourd'hui, qui a mangé ce gâteau? Allez, je t'embrasse frérot. À bientôt. Voilà, merci Cédric Matingou, bien sûr, merci à Aliou Goloko. Alors, on répond ou pas? Il faut t'avouer à moitié pardonner. Ça reste à vous, mais ça c'est un très bon ami à moi, Cédric. C'est connu de très très jeune et c'est vrai qu'on a commencé l'aventure ensemble et c'est vrai que les jeunes oublient qu'il y a beaucoup de sacrifices avant d'atteindre les étoiles. Ouais. Et les jeunes sont beaucoup pressés aujourd'hui, alors qu'il y a vraiment un cheminement. Moi j'ai commencé, comme l'a dit Aliou, de très bas, mais voilà, j'avais une force de caractère, je me suis battu et grâce à Dieu, j'ai réussi à faire la carrière que je souhaitais. Très bien. Alors, avant même de partir en Italie, il a fallu se battre pour fermer la valise. Hein, et l'usage du scotch a été l'ultime recours. Ça aussi, c'est un autre de vos proches, Moussa Diabaté, qui nous en parle. Regardez. Alors, la Gazella. Alors, mon frère Diomansy, comment vas-tu? Je pense que ça doit être une petite surprise pour toi. Avant tout, je tiens d'abord à te féliciter parce que on connaît l'histoire et on sait comment l'histoire a commencé. Ce que j'ai toujours respecté chez toi en dehors du footballeur, c'est l'homme. Avant tout, une personne qui s'est toujours fixé des objectifs et qui savait pourquoi il faisait tel sacrifice. Je pense que tu es allé chercher les choses, ton abnégation a toujours payé et a pu t'accomplir en tant que footballeur, mais surtout en tant qu'homme. Tu te rappelles quand à l'époque tu devais partir en Italie? Et je me rappelle, on avait du mal à fermer la valise. Une valise beige, bizarre là.
Hein? C'était la guerre pour la fermer. Limite, il aurait fallu du scotch. Et tu m'avais dit, MD, mon frère, je vais pas revenir comme ça. Hein? Fais-moi confiance. Et effectivement, depuis ce jour-là, tu es toujours resté en haut. Et pour rester en haut, Dieu seul sait que c'est pas facile. Comme je te disais souvent, tu es parti avec une valise bizarre et tu es revenu en Louis Vuitton. Tout ça prouve l'état d'esprit, quoi, dans le sens où quand un homme veut quelque chose, et ben voilà, fallait le chercher, il faut savoir faire des sacrifices, tu les as faits. Tu as toujours été un frère, une personne toujours attentive envers ses amis. Même quand tu arrives en haut, tu n'as jamais changé, tu es toujours resté le même, humble. Et je pense que c'est ce qui te définit. Et je suis fier d'être ton ami, mais aujourd'hui c'est plus que ça même. Aujourd'hui tu es mon frère. Je suis fier de toi. Donc voilà, je t'embrasse. Et à très vite mon frérot. Ciao, ciao. Ah, je pense que nous avons fait parler de bonnes personnes, hein, grâce à Aliou, merci encore. C'est vrai que voilà, c'est pour aussi lancer un message aux jeunes. On n'arrive pas au sommet sans avoir galéré. Non, c'est vrai, mais c'est des amis d'enfance. Et en fait, ce qui est important, c'est de garder des gens qui peuvent vous dire la vérité. Parce qu'on rentre dans un milieu qui est complètement faux et beaucoup de gens ne vous disent pas quand vous dérapez un petit peu. Et c'est vrai que moi, j'ai gardé mes amitiés d'enfance. C'est vrai que moi, je ne viens pas d'une famille aisée, mais on a grandi avec des valeurs. On est parti avec une petite valise et je me rappelle, j'étais parti en test. Moi, j'avais pris le train et j'avais dit à mon père, tu me prends qu'un aller simple, je veux pas revenir et quoi qu'il arrive, on va essayer de s'en sortir. Donc c'est vrai, c'est des petites anecdotes et les avoir à côté de moi m'a permis de toujours garder les pieds sur terre et de pouvoir avancer sereinement. Alors on va parler de terrain pour ne pas rester trop dans le côté émotif. Cette célébration, ça veut dire quoi en fait ? Qui vous a accompagné durant toute votre carrière? En fait, cette célébration, c'est très simple. À l'époque, je devais signer à l'AS Roma quand j'étais en Angleterre, à West Bromwich. Et malheureusement, pendant la préparation, je me suis blessé. Et en fait, j'étais rentré en conflit avec le président qui me disait non, tu ne vas pas partir. Et moi, dans ma tête, je voulais repartir en Italie. J'avais l'opportunité de signer à la Roma, de jouer la Ligue des Champions. Et je me suis blessé. Donc, pendant 2 mois, j'ai pas évolué. Le premier match où je suis revenu contre Leeds, on a gagné et j'ai marqué un doublé. Et en fait, je suis parti voir le président et je lui ai dit, mais toi, t'es fou de ne pas me laisser partir. Et en fait, ça a pris. Et le match d'après, j'en ai encore mis 2. Et voilà, et là où on a dit, c'est Crazy Joe. Et en fait, c'était une manière de protester par rapport à mon président. Donc c'est de là que vient le surnom Crazy Joe. Voilà, les journaux ont dit les crazy, les fous et Crazy Joe. Voilà. Et votre carrière internationale, votre portrait, l'image qu'il a terminée, sans doute quand même rester gravé dans ta mémoire, ce penalty non sifflé face à l'Égypte quand même, je pense que... C'est resté gravé dans toutes les mémoires. Pour moi, ça c'est entre guillemets le plus grand regret. Parce que c'est vrai que je fais un peu partie de la génération dorée de l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, c'était un rêve. Je regardais le match à la télé 6 mois avant France-Sénégal et après j'ai intégré cette équipe avec ses stars, avec les Ladji Diouf, avec les Kali, avec les Papou Diop, Ferdinand Coly, Lamine Diatta. Donc c'est vrai, on aurait aimé atteindre ce grade en 2006. Je pense qu'on était proche et si ce pénalty avait été sifflé, je pense que l'histoire n'aurait pas été la même. Donc si j'ai vraiment un goût d'inachevé quelque part, c'est avec le Sénégal. J'aurais aimé gagner quelque chose avec le Sénégal, j'aurais aimé jouer une finale de CAN, mais c'est vrai que quand même j'ai fait trois belles CAN, j'ai eu plus de 50 sélections et j'ai arrêté très jeune aussi, j'ai arrêté à 31 ans. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter justement? En fait, il y a eu cette non-sélection, la CAN de 2012 où je n'ai pas été sélectionné avec Amara Traoré. Je pense que ça m'a fait mal, non, c'était 2010 même. Ça m'avait vraiment... 2012. 2012, hein. 2010, j'étais blessé, c'est 2012, ouais. Donc j'étais blessé. Et en fait, je me suis dit, en regardant le bilan et en regardant la jeunesse qui arrivait, je me suis dit, j'ai fait 10 ans. Et c'est comme ma carrière de footballeur, je ne voulais pas sortir par la petite porte. Je voulais que les gens aient toujours une bonne image de moi. Et je me suis dit, j'ai fait 10 ans en équipe nationale, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a un nouveau train qui est en train de passer, il y a un nouveau coach qui est en train d'arriver. C'était la génération des Sadio Mané et consorts. Donc j'ai laissé tranquillement la place et j'ai suivi. Et je pense que ça, c'est... Mais vous avez aussi fait partie de la CAN 2008. CAN 2008, oui. Là, par contre, aussi, c'est un gros fiasco aussi. Le groupe qui se fissure en pleine compétition, on est éliminé. C'est ça. Voilà, oui, mais c'est vrai. Mais prend la tangente. Ça aussi, ça doit. Oh, ça a marqué, mais avant même le début de la compétition, c'est que Kasper Zaks n'avait pas les reins assez solides pour gérer cette génération-là. Il avait
quelque chose en lui qu'il essaie de nous transmettre, le fait de s'entraîner à 6 h du matin. On s'est très mal préparé et ça on l'avait dit, il avait peur que nous sortions, donc il disait on va s'entraîner à 6 h du matin pour ne pas sortir, tu ne prépares pas une canne. Je me rappelle, on arrivait à la base militaire française, il n'y avait pas encore de lumière. On arrivait à 6 h, on attendait une demi-heure, c'était les lumières du bus qui illuminaient le stade, donc c'était des choses complètement folles. Et lui, il a pris la poudre d'escampette au bout du deuxième match, il est parti. Donc non, franchement, on est ceux qui sont sur le terrain, mais si vous n'avez pas un grand coach et quelqu'un qui vous accompagne, vous ne pouvez pas faire de grands résultats. Alors, les plus grosses émotions, c'est vrai qu'il y a cette grosse déception en demi-finale 2006. J'imagine que la première sélection doit en faire partie, des moments qui resteront à jamais gravés. Oui, des moments clés. Après la première sélection, ironie du sort, elle se fait à Paris. Moi, je suis de la région parisienne. On joue contre le Maroc, donc tous mes amis, tout le quartier, tout le monde arrive. Mais c'est vrai que moi, mes plus belles émotions avec l'équipe du Sénégal, ça ne va pas forcément être ma première sélection, c'est le Léopold Sédar Senghor. Sincèrement, moi, le stade que j'ai préféré, il y avait une atmosphère, elle était extraordinaire, c'est électrique. Le stade était plein, tu joues à 15 h, tu arrives 2-3 heures avant, c'est l'escorte. Même les entraînements de veille de match. Même les supporters. À l'époque, même les entraînements, il y avait du monde, c'était franchement. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, j'ai joué dans énormément de stades, que ce soit en Angleterre, en Italie, mais l'atmosphère de Léopold Sédar Senghor, je ne l'ai jamais ressentie nulle part ailleurs. Tout à fait. En sélection, Aliou, voilà, c'est vrai que comme vous dites, c'est difficile de parler de lui parce que vous êtes très proche, mais voilà, est-ce que pour vous, Diomonsy a fait sa part du boulot? Non, il y a un goût d'inachevé avec lui en sélection, ça c'est clair. Il arrive d'abord, sa première CAN, c'est en 2004, dans une équipe déjà constituée, avec un entraîneur qui est là, et il arrive à faire ses bribes de match, il entre sur quelques matchs et tout, mais le Sénégal se fait sortir en quart de finale par la Tunisie, qui devient plus tard championne d'Afrique. Il y avait lui et Lamine Sako, qui étaient les grandes attractions. Il observe, et pendant ce temps, il se fait adopter par tous les anciens, parce qu'il montre des qualités techniques et surtout athlétiques et des qualités de dribble qui manquaient dans la lutte. On voit comment c'est catastrophique. Ouais, catastrophique. Et là où il revient, c'est là où il trouve sa blessure contre le Libéria, oui, tout à fait. La Gambie. Donc contre le Libéria ici, et derrière après, on se fait éliminer le match d'après, où tu ne joues pas, mais tu es dans les tribunes. Contre la Gambie, un partout. Un partout. Et ce fameux match où on se fait éliminer, où il y a des échauffourées au stade Léopold Sédar Senghor. Et j'ai vu un garçon meurtri ce soir-là parce qu'il était impuissant, il ne pouvait pas le faire. Alors la chance qu'il a eue, Diomonsy, c'est qu'il a appartenu à 2 générations des Lions du Sénégal. Il est arrivé avec la génération de 2002, il a pu rester et accompagner ceux-là. Autant il était le genou qui venait d'arriver en 2003, après c'était lui le grand frère, je me souviens que c'est lui qui a couvert Dembaba, Moussa Sow, Issiardia, Ibrahim Tal, Sonko, Ibrahim Sonko, autant de jeunes joueurs aussi qu'il a couvé jusqu'au moment où, au dernier... à la CAN 2012 où il ne s'est fait pas sélectionner. J'étais avec lui le jour où la liste paraissait, quand il n'a pas été pris. Je dis écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Très bien. Il faut passer à autre chose. Ça, il est passé à autre chose. Mais en club, moi c'est surtout un club où j'ai eu la chance d'aller le voir partout et voir ce qu'il représentait, notamment en Turquie, à Eskişehir. Eskişehir, c'est une ville montagneuse en Turquie qui ne paye pas de mine. Et un joueur sénégalais qui débarque à Eskişehir, j'arrive à Fulham. D'ailleurs, si vous voyez le projet immobilier, en fait, c'est un peu une acquisition de ces différentes expériences dans le monde qu'il a tout rassemblé en fait sur le projet immobilier. À Fulham, il habitait au Harrods Village, qui est un truc qui ressemble exactement à ce qu'il est en train de faire, même si c'était par des blocs, mais il a rassemblé tout ça dans un seul immeuble. Et je me souviens à l'époque, de mémoire, que vous aviez aussi lancé un projet pour médiatiser les joueurs africains à travers un magazine. Et j'ai toujours en image la couverture, je pense, du premier numéro. Donc, il y avait lui, il y avait Anglomania, s'appelait le magazine, il y avait lui, on a fait un truc sur El Hadj, sur d'autres trucs. On a créé la fondation Diomonsy Kamara. Il a été ambassadeur des villages d'enfants SOS et de l'Empire des enfants. C'est lui qui a vraiment aidé l'Empire des enfants à entrer dans un autre niveau. Il a attiré beaucoup d'autres joueurs vers ce social-là. Il a beaucoup fait de social et l'humanitaire quand il jouait. Et ça, c'est aussi important dans la carrière d'un footballeur. Alors, Aliou, au-delà de l'aspect sportif, c'est vrai, le terrain, on en a parlé, les investissements, mais il y a quelque chose aussi que moi j'ai remarqué avec Diomonsy, c'est qu'il n'a pas peur de prendre position sur des sujets parfois un peu sensibles, parce que souvent il y a beaucoup de joueurs qui, même après leur carrière, pour bien paraître, rasent les murs. Ils sont dans la langue de bois. Voilà, il n'est pas dans la langue de bois. Bon, sur
Sadio Mané qui boycotte le Ballon d'Or France Football, je n'étais pas forcément d'accord, mais vous êtes quand même voilà, positionné. Il y a une histoire avec Miss Sénégal qui a créé un tollé. Vous avez quand même pris sur vous d'écrire et de défendre cette jeune dame. Ce sont vraiment des causes qui vous parlent. C'est juste pour vous donner entre guillemets du buzz, non, pour être un peu dans la provocation. C'est la police islamique. Après je pense qu'on n'a pas besoin de buzz, mais si nous on ne parle pas, qui le fera? Et en fait, je pense qu'on a compris qu'il fallait qu'on investisse les médias. Moi, c'est à lui qui m'a très tôt, très jeune, dit Dieu merci, il y a une force qui est extraordinaire, c'est le média. Donc le média, essaie de travailler dans le média, essaie de travailler ta communication. Et si notre voix porte, sinon on ne le fait pas, qui va le faire? Et en fait, moi, je suis toujours contre toute forme d'injustice, toute forme de préjugés. Et à chaque fois qu'on veut rabaisser les gens, c'est comme avec Canal+, je dis que nous, on n'a rien à perdre. Demain, on travaille à la télé, on ne travaille pas à la télé, on trouvera d'autres voies, mais à partir du moment où on est impliqué quelque part, que ce soit Bibé, que ce soit Patrick Mboma, que ce soit moi-même, j'essaie toujours de défendre les valeurs qu'on m'a inculquées. Et les télés ici locales bon, et en fait, justement, et c'est ce que je dis, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre la télé en Europe ou la télé locale. Je passe régulièrement sur la RTS, la TFM. Dès qu'on a eu MAM, c'est ce que je t'ai dit directement. Au contraire, on doit valoriser nos télés locales, on doit valoriser nos journalistes et on doit se donner la main les uns et les autres pour pouvoir tirer notre continent. Là, on va en profiter pour défendre un peu notre paroisse. Est-ce que ce n'est pas aussi un message qu'il faut passer aux joueurs africains? Parce que souvent, c'est un débat que nous avons entre confrères. C'est l'occasion. Moi, j'ai toujours dit aux footballeurs africains que j'ai rencontrés, et c'est vraiment là où il y a son mérite. Aujourd'hui, en fait, si vous dites que Diomansi, il est à la CAF, il est parti, il est par là, c'est parce qu'il a très tôt compris ce que la communication pouvait lui apporter déjà. Et à l'époque, je lui servais un peu de mentor en matière de médias. Je le conseillais beaucoup sur sa communication et sur les médias. Et je lui disais, voici ce que tu dois faire, ça. Et c'est des choses qui le suivent aujourd'hui jusqu'à la fin de sa carrière. Que ce soit le fait qu'il ait atterri à Canal+, qu'il soit venu à la CAF. Mais c'est surtout aussi un bon client média. Quand vous l'avez comme invité, il a des choses à dire. Il a des choses à dire et il s'intéresse à d'autres choses. Il n'est pas uniquement focus sur le football. La religion, par exemple, c'est aussi une partie de lui. On ne peut pas parler de lui en ressortant la religion parce que voilà, il a très tôt embrassé la religion et il est dedans sans excès. Mais voilà, c'est son choix de vie et c'est des choses qui ont aussi contribué à le forger. Bien sûr, il y a les chevilles ouvrières, quoi. Les chevilles ouvrières. Donc les médias, moi j'ai toujours dit aux sportifs africains, parlez aux médias de vos pays. Parce que ces médias européens auxquels vous parlez n'ont pas le même taux de pénétration que nos médias. C'est-à-dire un joueur sénégalais. Les premiers quand ça va pas. Oui, c'est-à-dire un sportif sénégalais qui parle à TFM, il a plus d'impact que de parler chez une autre chaîne internationale ou étrangère parce que c'est très peu de gens qui le suivront ou qui l'écouteront. Et ça, les joueurs qui l'ont compris, c'est eux qui réussissent aussi le mieux leur après-carrière, la plupart du temps, leur reconversion. Le feeling passe beaucoup plus et on voit qu'ils sont vraiment très bien acceptés. Bon, je pense que quand même la nouvelle génération est en train de comprendre l'importance des médias et la proximité aussi avec les médias locaux. Moi, je le vois beaucoup avec la nouvelle génération, donc c'est vraiment tant mieux. On voit qu'il n'a pas peur après sa carrière. Il est venu au Casa Sport où il a travaillé. Et là, quand même, on se rend compte que vous tournez autour de l'équipe nationale, mais vous n'y êtes pas. Et quand même, quand on voit Diomansi, on sent que c'est un homme quand même qui distille des ondes positives. Pourquoi est-ce que vous vous éloignez ou bien vous attendez le bon moment pour intégrer? Non, en fait, c'est... Est-ce que ça fait partie aussi des plans? Non, en fait, ça ne fait pas partie des plans. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la jeunesse. J'aime me focaliser sur la jeunesse. Et en fait, quand on voit l'équipe nationale, c'est le Graal. Mais pour moi, on doit commencer à la base. On parlait du Casa Sport. Moi, je travaille avec un jeune que j'ai amené à Villarreal qui s'appelle Nicolas Jackson et qui, je pense, dans les années à venir, deviendra un des joueurs stars du continent et qui, pour moi, jouera pour l'équipe nationale du Sénégal. Vous verrez, il a signé à Villarreal. Il devrait incessamment sous peu jouer dans la Liga. Et en fait, il joue à quel poste? Il joue 8-10. Il était au Casa, un très bon joueur. Et c'est le seul joueur qui est parti l'année dernière et il est parti par Montpellier. En fait, ce que j'aime, moi, c'est travailler avec la jeunesse. On a parlé d'investir dans le football. Moi, j'ai une académie. Je suis en train de travailler sur les jeunes, que ce soit les jeunes sénégalais, ivoiriens, maliens. Et j'aime vraiment la base. Et après, on peut être à côté de l'équipe nationale, on peut amener son expertise, on peut échanger avec le président Senghor. Les anciens professionnels, ils revendiquent
Il revendique des choses, des postes qui doivent revenir. Et en fait, droit. pour moi, rien ne revient de droit. On doit réapprendre. Et en fait, c'est ça notre erreur. On se dit que parce que j'ai fait, vous me devez. Moi, je pars du principe, à la Zinedine Zidane, il a fait une carrière extraordinaire. Il a voulu être entraîneur, il est parti se former. On a envie d'occuper des postes importants, allons nous former, montrons qu'on a des capacités et à partir du moment où on aura besoin de nous, on nous appellera, on amènera une valeur ajoutée et pas juste se dire parce que j'ai fait, on me doit. Mais est-ce qu'il y a quand même de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait? Parce que souvent, c'est un débat aussi que je pose autour de nos plateaux. On a le sentiment parfois que justement, quand les joueurs partent, on a tendance à les oublier, on a tendance même à ne pas se souvenir de ce qu'ils ont fait d'important. Ça, c'est intergénérationnel. J'ai dit, les joueurs du Sénégal des années 70 ont fait, les joueurs du Sénégal des années 80 ont fait, des années 90. Pourquoi privilégier une génération par rapport aux autres? Alors certes, il y en a qui ont plus marqué leur génération. Il n'y a pas une personne comme El Hadji Diouf aura marqué des générations et des générations et des générations. Et c'est bien qu'il soit proche du football sénégalais. Moi aujourd'hui, j'amène mon expertise. Je n'ai pas besoin d'être dans la Fédé pour dire que je vais apporter. Quand j'échange avec Sadio Mané, quand j'échange avec Koulibaly ou avec Ganagay, quand je prends mon téléphone et je parle avec Sayer Seck ou le président Augustin Senghor ou la même chose avec Aliou Cissé, je suis proche, mais je n'ai pas besoin d'être à l'intérieur pour voilà, amener quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas besoin aujourd'hui d'être dans l'organigramme, mais pourquoi pas un jour? Ouais, sûr, pourquoi pas un jour, parce qu'à côté, il y a une expérience qui est en train de se dérouler, on ne sait pas où est-ce que ça va aboutir, c'est Didier Drogba qui brigue la présidence de la FIFA. Peut-être que vous êtes Qu'est-ce dans que le management. ça vous inspire? Est-ce que vous, dans l'avenir, vous voyez quand même... Après, moi, je ne suis pas bureaucrate, je suis un homme de terrain. Moi, j'aime le terrain, j'aime trop être à côté du terrain. Mais souvent, cette expérience capitalisée sur le terrain, ça peut servir dans l'avenir. Quand on voit quand même les difficultés que... Non, il ne parle pas Wolof, il ne peut pas être président de notre fédération. Pourquoi pas? Wolof déjà. Didier, on va le pousser en tant que grand frère. Et moi, je trouve que c'est bien parce que beaucoup de gens nous disent « Oui, mais vous n'investissez pas au pays ou vous, humainement. » Didier Drogba, il aurait pu travailler sans aucun problème avec la FIFA, être à Chelsea, être à l'OM. Il a décidé de se dire que non, aujourd'hui, je vais me battre pour travailler avec la Côte d'Ivoire. C'était pareil avec Kaloucha. Kaloucha qui est un très grand joueur. Il a fait de grandes choses avec la Zambie. Il a même remporté une CAN avec elle face à la Côte d'Ivoire. Donc moi, je vais toujours pousser les anciens internationaux, que ce soit Aliou Cissé en tant que coach, que ce soit Didier Drogba en tant que dirigeant, à être proche du football et à faire grandir ces générations-là. Très bien. Et l'avenir de l'équipe nationale, vous le voyez comment? Parce que bon, c'est une question bateau entre guillemets, mais voilà, on est passé par beaucoup d'émotions, beaucoup d'états aussi. On progresse. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on est sur la bonne voie par rapport à tout ce qui se fait, aussi bien au niveau de l'équipe nationale A que des petites catégories? Non, je pense que si on regarde l'équipe nationale du Sénégal par rapport à ce qui se fait sur le continent, je pense qu'on a une équipe qui peut glaner le trophée dans les années à venir. Et je pense que c'est la dernière grosse compétition pour cette génération-là. Les générations des Sadio, des Ghana, des Koulibaly, voilà, des Cheikhou Kouyaté. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, se qualifier en Coupe du Monde. Après tant d'années, ils ont réussi à faire une finale. Il va falloir vraiment qu'ils puissent faire quelque chose de fort au Cameroun, même si je le rappelle, ça va être quelque chose de très très dur. Mais ils en ont les capacités et on voit qu'il y a des talents aussi qui sont en train d'émerger. Des Crépin Diatta qui dans un an ne sera pas le même. Donc je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous avec des Ismaël Assar et consorts, et que la prochaine CAN, elle va être vraiment très intéressante. Alors allez, moi je regardais il y a quelques temps avec le confinement, certaines compétitions, je voyais déjà le Cameroun 2000 contre le Nigeria et je voyais des générations en fait de joueurs assez extraordinaires. Je me dis, on en a eu et j'ai l'impression qu'en fait chaque pays a des générations qui se succèdent et aujourd'hui c'est le Sénégal qui est au devant, qui est le pays pourvoyeur de talents. C'est le pays à la mode en fait en ce moment. Le football, mais surtout pourvoyeur, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de joueurs. Mais ça on a toujours été, même quand on n'était pas performant, on a toujours fait partie du top 3, top 5 des plus grands pourvoyeurs de footballeurs dans le monde. Je me souviens en 2003, lorsque j'avais mon magazine qui s'appelait L'Équipe Sénégal, on avait fait un reportage, il y avait 400 footballeurs sénégalais, professionnels sénégalais dans le monde. Aujourd'hui on parle de 600. Aujourd'hui ils sont presque à 600 et encore que si vous prenez les afro-descendants, si vous y ajoutez les afro-descendants d'origine sénégalaise, il y en a à peu près peut-être 1 millier. Et c'est pour dire que c'est un pays où il y a du talent, c'est un pays où il y a des compétences, c'est un pays où il y a des aptitudes
physique et athlétique, parce que c'est une zone du Sahel où la nature n'est pas forcément clémente tout le temps, donc il faut résister à beaucoup de choses pour faire des efforts physiques, et c'est un pays de sport. Et aujourd'hui, tout le monde veut devenir footballeur professionnel. Tout le monde veut devenir footballeur professionnel, et c'est un pays de sport. Il suffit juste de passer sur notre corniche l'après-midi pour voir combien, toute génération confondue, les Sénégalais s'adonnent au sport. Et on peut être performant dans beaucoup de sports au-delà du football. C'est juste qu'il faut mettre en place des cadres qui vont permettre l'expression et la détection des différents talents et des différentes compétences. Et justement, Diamancy, vous avez un centre de formation, mais quand même, c'est un problème chez nos clubs. Par exemple, au Brésil, on peut te vendre un Reiner qui brille en Coupe du Monde U17, 35 millions d'euros au Real Madrid. Ici, nous avons un Pape Sarr au niveau de Génération Foot qui a pratiquement le même talent, mais tu ne peux pas le vendre au million d'euros. Non, je pense que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer petit à petit, mais après, c'est la manière dont on vend également nos footballeurs africains. Je pense que le fait qu'il y ait une forme de désorganisation ne fait pas tirer le footballeur africain vers le haut. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une pépite dans un petit centre de formation, n'importe quel agent va venir ou au club va dire aujourd'hui je vous donne 50 000 euros et vous laissez partir le gamin. Et je pense qu'il va falloir qu'on structure beaucoup mieux nos académies. Aujourd'hui, si vous venez à Génération Foot, vous ne piochez pas comme vous le souhaitez. Si vous venez à Djambar, vous ne piochez pas comme vous souhaitez. À Dakar Sacré-Cœur, c'est ça. Et en fait, le fait qu'il y ait des sous-centres de formation permet à l'exode et à faire baisser le prix des transferts. Mais aujourd'hui, on peut voir avec le cas de Yves Bissouma, par exemple, qui est parti pratiquement pour 800, 600 000 euros, les Aïdara, les Salam Djidjou. Et en fait, il y a vraiment une nouvelle génération de joueurs qui sont en train de partir. Et nous, on doit vraiment aussi savoir vendre, parce que c'est ce qu'on parlait des médias. Il y a Badji, par exemple, un joueur qui quitte Casa Sport directement pour Bruges. Mais il est parti pour un très bon... Je sais le montant de transfert, il est parti pour un très bon montant. Il devait même signer au Dynamo Kiev. J'étais un peu dans la transaction. Et c'est pour vous dire que les joueurs sénégalais ont une certaine valeur marchande. On en disait avec Aliou Goloko. Et la force du joueur sénégalais, c'est qu'il s'adapte à n'importe quel climat et à n'importe quel championnat. Que ce soit le championnat français, le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat turc. Et en fait, c'est pour ça qu'on est bien vendeur. On doit continuer à former nos gamins et être intransigeant sur la qualité et sur le prix de la vente. Mais il n'y a pas que le Sénégal qui vous intéresse. Apparemment, vous aimez aussi aller voir du côté de l'Afrique de l'Ouest, du Mali aussi. Oui, le Mali, en fait, c'est l'histoire qui me relie à mon agent qui est Serran Diabaté, qui est malien. Donc, on a commencé là-bas, mais l'objectif, c'est d'avoir... notre académie s'appelle Afrique Football Elite. Et en fait, c'est un projet panafricain. Pour moi, quand je vois l'Afrique, je ne vois pas juste le Sénégal, je ne vois pas juste le Mali. Pour moi, tout ça, c'est l'empire du mandingue. Et on va essayer de trouver des joueurs un peu partout et créer des académies, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, on a commencé par le Mali. D'accord. Merci beaucoup, Diamancy. Allez, on n'a rien oublié. Ah. Non, parce que là on arrive à la fin de l'émission. Oui, non, mais il y a un gros plaisir. On aurait pu raconter beaucoup d'anecdotes autour de ça et tout, mais le plus important aujourd'hui, c'est de dire, et ça, vous me donnez l'occasion de le faire ici en plateau. C'est un joueur que j'ai découvert en 2003, exactement le 8 février 2003, à Charletti. À la fin du match, j'avais couvert le match pour RMC Sport. C'était un match Sénégal-Maroc. Après, je l'ai coincé parce que c'était l'attraction du jour. Et après match, on a fait une interview, on a discuté pendant longtemps. Je travaillais à l'époque aussi pour le quotidien ici au Sénégal. Et on s'est séparés sur ça, on a échangé nos numéros de téléphone. Et régulièrement, on se parlait. Quand il venait au Sénégal, on discutait. Et c'est comme ça qu'est née une amitié. Et quand on dit que les amitiés entre journalistes et sportifs aussi, c'est possible. Ouais, c'est vrai. C'est rare, mais c'est possible. C'est pour ça que je pense que c'est quasiment la première fois où je parle du joueur et de l'homme, parce que je le connais sur le plateau. Parce que je ne peux pas être objectif, c'est mon ami. Et donc, mais je voudrais témoigner. Et franchement, sa simplicité, sa très bonne éducation. C'est quelqu'un qui me voue énormément de respect, que ce soit lui, que ce soit son épouse, ses enfants et toute sa famille, et ça n'a pas de prix. J'ai vécu beaucoup d'aventures avec lui, je l'ai suivi partout où il a joué, j'ai été voir ses matchs et tout, et je garde avec moi l'image d'un homme humble, d'un homme simple, d'un homme pieux, mais surtout d'un footballeur talentueux. À qui on souhaite bien sûr beaucoup de réussite, une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et un énorme plaisir de vous avoir aussi reçu sur ce plateau. Bon, rendez-vous peut-être dans 4 ans encore. Parce que pour lui mettre la main dessus, c'est pas facile. Alors, cher, excellente soirée.
Voilà. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci Aliou aussi pour l'aide. Et Diamansi, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné comme d'habitude. Mamadou Ndiaye pour la coordination, la réalisation des reportages. Au montage, donc Youssouf Yagui, je n'oublie pas bien sûr le réalisateur, Vieux Diouf accompagné de toute son équipe, dont Baye à la caméra aujourd'hui. Il est tout seul mais tout efficace, Hamza Diallo. Je remercie bien sûr Baye Création pour la tenue, Cité Mariste 77 609 75 10. Évidemment, ma sœur Lily, Absa Coiffure, bien sûr, 77 420 71 55. Excellente soirée à tous. Dans quelques instants, vous retrouverez Kep Sitiam dans Diaspora. Au revoir.